Merci en particulier à la Fondation et à tous les organisateurs de ce colloque qui permettent à la Fédération VNER d'être un des modérateurs. Par ma présence ici, je représente l'ensemble des patients dans cette salle, mais l'ensemble des patients de France. Et je trouve que dans un tel colloque, il est important, puisqu'on a parlé, et on va parler toute la journée des patients, que quelque part on puisse identifier qui sont parmi nous, par ma présence. J'en profite pour passer la parole au professeur Bruno Moulin, qui est président de la Société de néphrologie, qui, je pense, va rebondir, puisqu'il devra quand même développer les disparités d'accès à la transplantation. Merci aux élaborateurs, aux concepteurs du programme de m'avoir confié cette difficile mission. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de chiffres. Je ne m'attarderai pas trop sur les diagrammes. Et donc, ces chiffres, en grande majorité, proviennent de l'Agence de biomédecine et notamment des tout derniers résultats qui ont été colligés et qui ne sont même pas encore publiés. Alors, juste pour recentrer un petit peu le débat sur la maladie rénale chronique et plus spécifiquement la transplantation, je vous rappelle que 2 à 3 millions de personnes sont concernées par la maladie rénale en France. La plupart l'ignorent. On a actuellement 75 000 personnes qui sont traitées par une technique de substitution, que ce soit la dialyse ou la transplantation. Et puis l'incidence, plutôt la prévalence de l'insuffisance rénale en France est de 1100 patients par million d'habitants. 20 à 30% des patients continuent d'être pris en urgence. Et en France, retenez bien ces deux chiffres, 55% des patients sont dialysés et 45% sont transplantés. Avec quelques disparités régionales sur lesquelles je reviendrai, et on l'a évoqué, on a une maladie rénale chronique qui nécessite des traitements lourds et qui obère le budget de la sécurité sociale de façon importante, à hauteur de 80% des 4 milliards d'euros dépensés pour la dialyse. Alors la transplantation, en 2014, on a encore un petit peu progressé, puisqu'on est à 3232 transplantations rénales contre 3044 l'année précédente, si j'ai bonne mémoire. Un tiers des sujets avaient des patients avaient plus de 60 ans. La greffe à donneur vivant progresse également, on est passé de 14 à 16%, on a pris 2% en une année. Et puis 50% des donneurs vivants ont maintenant plus de 50 ans et près de 20% ont plus de 60 ans. Donc on voit un glissement progressif vers les moyennes d'âge élevées en ce qui concerne la greffe à donneur vivant. Et vous savez qu'on a pour objectif d'arriver à 4000 greffes par an dans les prochaines années. Alors pourquoi le développement de la transplantation est indispensable ? Là, on touche déjà à la problématique des inégalités. C'est que, on le sait par de nombreuses études, et là c'est un travail de l'agence, c'est que la greffe prolonge la durée de vie à tous les âges, voilà, que ce soit chez les sujets jeunes, mais chez les sujets âgés. Elle améliore la qualité de vie, et puis également, elle génère, c'est également important, M. Evin est parti, mais des économies importantes pour le système de santé. Et pour faire court, vous avez à gauche le coût mensuel d'un transplanté au-delà d'1 an de la transplantation. Et vous voyez que ce coût mensuel d'environ 1200 € est 7 fois moindre qu'un patient pris en charge en hémodialyse en centre que vous avez à l'extrême droite. Alors le problème, c'est que, comme vous le savez, on ne peut pas transplanter tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pénurie de greffons. Cette pénurie de greffons, on peut la visualiser sur cette courbe et qui montre bien qu'on a une augmentation progressive des patients en attente de transplantation rénale. Là, on est à 14 000 patients qui sont exposés sur une année à recevoir un greffon. Et notre activité se situe aux alentours, comme je l'ai montré, de 3 000 greffes par an. Donc, globalement, on a un greffon disponible pour 4,6 candidats. Et si on retire les candidats qui sont en contre-indication temporaire, ce qui représente quand même une grande partie de la liste d'attente, eh bien on tombe à environ un greffon rénal pour 2 à 3 candidats. Alors, le sujet cet après-midi, c'est les disparités. D'ailleurs, je préfère disparité que inégalité. C'est peut-être plus facile à manier comme concept. Dans l'accès à la greffe rénale, à la liste d'attente en France. Alors, je vais commencer en fait par la greffe et je terminerai par
l'accès à la liste. Alors malheureusement, M. Evin est parti, mais je pense que cet article lui aurait rappelé quelque chose, puisqu'il est intervenu d'ailleurs dans ce papier du Parisien. Et une des raisons pour lesquelles je le montre, c'est qu'il est absolument indispensable d'informer, d'être transparent pour éviter ce type de catastrophe. J'appelle cela une catastrophe parce que sur le plan médiatique, naturellement, ça a toujours un retentissement, et un retentissement négatif, naturellement, sur la vision que peuvent avoir le système médical, mais également, principalement, les patients, de la façon dont ils sont pris en charge. Et donc, il y avait beaucoup d'inexactitudes dans ce papier, et naturellement, peu de possibilités de contester, mais j'y reviendrai en montrant justement un des points qui étaient contestables. Donc 55 versus 45, c'est-à-dire en France 55% de dialysés versus 45 de transplantés. L'objectif à terme des instances, c'est de nous permettre d'inverser ce rapport. Et effectivement, en France, eh bien, on se situe plutôt dans la partie gauche, d'ailleurs les moins bons élèves, en termes de répartition entre transplantés et dialysés. Et vous voyez que, par exemple, en Norvège, eh bien, on a 70% de transplantés pour 30% de dialysés. Là encore, il faut être prudent dans les interprétations parce que les populations norvégiennes, c'est pas exactement la population française, c'est pas exactement les mêmes comorbidités, mais également, c'est pas exactement le même type d'obtention des greffons, puisqu'ils ont une grosse activité de donneurs vivants. Donc l'objectif, c'est de passer plutôt sur la droite dans cette courbe dans les prochaines années. Et il faut savoir qu'effectivement, quand on regarde les régions, alors c'est première remarque sur les disparités, eh bien il existe des disparités régionales, comme vous le voyez ici, puisque certaines régions, alors je peux prendre le Nord-Pas-de-Calais par exemple, eh bien, ont beaucoup plus de dialysés que de transplantés, alors que la région Franche-Comté arrive presque à l'objectif, à 52% de dialysés, de transplantés par rapport aux dialysés. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'ils ne travaillent pas bien dans le Nord-Pas-de-Calais, etc. Non, c'est probablement parce qu'il faut analyser plus en avant les disparités également en termes de pathologie, de comorbidité, de pathologies associées, notamment par exemple le diabète, qui vont rendre peut-être plus difficile en fait l'inscription sur la liste d'attente. Et puis également, il y a le problème de la précarité, sur lequel je pense qu'on peut revenir quand on compare ces deux régions, avec des patients qui sont peut-être moins accessibles à la prise en charge sur un bilan pré-greffe. Alors, également, quand on s'intéresse à la disparité régionale, il est intéressant également de comparer sous une autre forme, plus graphique et peut-être plus visuelle, ce que donne la comparaison entre la dialyse et la greffe. Et vous voyez que finalement, ces deux cartes de France sont en miroir, puisque si vous prenez les régions roses pour la dialyse, eh bien c'est les régions où il y a plus de dialysés par rapport à la moyenne nationale. Et naturellement, quand vous regardez ces mêmes régions, eh bien pour la greffe, elles sont en bleu, c'est-à-dire qu'il y a moins de transplantés par rapport à la moyenne nationale. Alors, quand on s'interroge sur ces disparités régionales, il faut également, naturellement, voir où est le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'obtention des greffons. Eh bien, naturellement, on peut regarder que dans les régions de l'Ouest, par exemple à haute activité de prélèvement, où, comme vous l'avez vu, il y avait une activité de transplantation plus élevée, eh bien on ne s'étonne pas que... j'ai un peu de mal, voilà. On ne s'étonne pas que, parallèlement au prélèvement, dans cette région, par exemple, du centre, eh bien, on ait une activité qui soit plus importante. Alors les patients, une fois inscrits sur la liste d'attente, bénéficient-ils d'une transplantation? Alors, j'aurais pu vous montrer des tas de courbes en fonction des âges et des comorbidités des patients. Je vous montre juste quelque chose de positif et de rassurant, en partie, c'est que les patients transplantés jeunes, quand on regarde sur 15 ans l'évolution des listes d'attente, eh bien globalement, ces patients transplantés jeunes sont transplantés. 70% d'entre eux ont bénéficié d'une transplantation et vous voyez qu'il n'y en a que 15 à 20% au maximum qui restent en dialyse, et ce pour des raisons qui parfois sont strictement médicales et non pas de non-proposition de transplantation.
Alors deux éléments qui changent un petit peu la physionomie de notre activité depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est que la population de patients arrivant au stade de la dialyse vieillit, et puis également on a élargi nos indications de transplantation, et bon an mal an, on a multiplié par 4 le nombre de patients qui avaient plus de 60 ans et qui étaient inscrits sur la liste d'attente. Parallèlement, dans notre activité, eh bien, on constate qu'on a augmenté d'un facteur d'environ 25% le nombre de patients greffés et âgés de plus de 60 ans. Alors, autre élément de disparité, la durée d'attente variable. Ça, c'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure par M. Evin, et d'ailleurs, il vous a dit qu'effectivement, dans la région Île-de-France, que vous voyez ici, eh bien, on attend beaucoup plus qu'en moyenne en France, la médiane d'attente étant fixée à peu près à 24 mois, avec beaucoup de régions qui sont en dessous, qui sont entre 10 et 20 mois d'attente. Et effectivement, en Île-de-France, on attend un peu plus. Et il y a pire encore, avec notamment les régions d'outre-mer. L'Île-de-France est là, donc voilà, elle attend beaucoup. Alors, ce graphique qui avait donné lieu à la polémique dans le Parisien doit être accepté avec une certaine prudence, notamment, pourquoi ? Parce que les pratiques d'inscription des équipes varient d'une région à l'autre. Certaines inscrivent les patients très en amont alors qu'ils ont encore une fonction rénale encore relativement satisfaisante, de 25%, et d'autres attendent beaucoup plus tard, et donc du coup les durées d'attente avant dialyse varient de façon importante. Et donc si on normalise en fait, cette durée d'attente, non plus à l'inscription, mais au moment où les patients sont pris en charge en dialyse, c'est ce que j'aurais voulu montrer à M. Evin, les choses sont beaucoup moins dramatiques pour l'Île-de-France. Si on voit par exemple l'accessibilité à la greffe sur les 5 premières années après la mise en dialyse, eh bien l'Île-de-France, qui est ici en vert, se situe à peu près au même niveau que ma région, qui est la région Est, et puis largement au-dessus de la région Nord-Ouest. Et donc, il n'y a pas... l'Île-de-France n'est pas dans une situation aussi catastrophique qu'on a bien voulu dire. Je ne dis pas que, naturellement, on vit sur un petit nuage, mais je voulais recentrer un petit peu le débat. Dernier élément aussi concernant la transplantation, c'est que naturellement les patients peuvent se poser la question de savoir si je suis dans le bon centre qui va bien s'occuper de moi avec un espoir de survie de ma greffe qui soit correct par rapport aux autres centres de transplantation. Eh bien ceci est parfaitement analysé par l'agence de biomédecine qui nous donne assez régulièrement l'état de nos activités par centre et qui nous indique qu'effectivement, pour la plupart, la grande majorité, 90% des centres, eh bien, on se situe en fait dans la bonne moyenne en termes de résultats à 5 ans de la transplantation rénale. Alors, pour bénéficier d'une greffe, naturellement, il faut être inscrit sur la liste d'attente. Et c'est là aussi où certaines polémiques peuvent également émerger concernant ce sujet. Alors, premier point qui est à prendre en compte et qui effectivement est assez perturbant, non seulement pour les patients, mais également pour les néphrologues transplanteurs, c'est que, en ce qui concerne l'inscription préemptive, qui devrait être à hauteur de 100%, c'est-à-dire une inscription avant le stade de la dialyse, eh bien actuellement, même s'il y a une augmentation progressive de cette activité depuis 4-5 ans, on reste inférieur à 20%, c'est-à-dire moins de 20% des patients sont inscrits en liste d'attente avant le stade de la dialyse. Et quand on regarde en fait après un an, eh bien après un an, on n'est qu'à 50% des malades inscrits. Alors, cette disparité, naturellement, se répercute dans différents paramètres, et notamment quand on regarde l'âge, naturellement, les patients jeunes sont largement plus rapidement inscrits. Vous voyez, ici, au cours de la première année, 60-70% des patients jeunes vont être inscrits sur liste d'attente, et ce n'est pas du tout le cas des patients de 60-70 ans, ce qui est un peu dommage parce que beaucoup d'entre eux peuvent bénéficier éventuellement à terme de la transplantation. Et au-delà de 70 ans, vous voyez, beaucoup de patients, peu de patients vont bénéficier de l'inscription. Alors certains ne peuvent pas avoir accès à la greffe de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut interpréter ces chiffres avec beaucoup de prudence. Alors disparité d'accès à la greffe,
dans les autres paramètres qu'il faut prendre en compte et qui sortent des chiffres. Alors là, maintenant, j'ai été étonné, mais comme on a dit tout à l'heure, il faut accepter les chiffres. Être une femme diminue la probabilité d'être inscrite sur la liste d'attente, voilà, de 30%, ce qui est quand même assez perturbant. Il faudra analyser en profondeur pour savoir quels sont les éléments de cette disparité. Le diabète, on s'y attend un peu, diminue d'un facteur 2 la probabilité d'être inscrit à âge égal. Et puis l'obésité, j'ai pris ce point parce qu'il a été également étudié, impacte le risque de contre-indication temporaire prolongée en attendant que le malade perde du poids. Et en tout état de cause, un seuil supérieur à 40 kg par mètre carré va être une contre-indication permanente ou en tout cas temporaire à la transplantation. Alors les différences régionales en termes non plus d'activité de transplantation, donc d'être greffé, mais en termes d'accessibilité à la liste d'attente, elles existent aussi. Alors là, comme je l'ai évoqué, comme je l'ai pointé tout à l'heure, l'Île-de-France a une très grosse activité d'inscription. Vous voyez ici la ZIPR d'Île-de-France qui est en vert et qui est nettement supérieure, là encore, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à la région au nord-ouest. Donc globalement, on a environ 30 à 40% de différence à 5 ans dans l'accessibilité à la liste d'attente entre les régions. Mais là encore, il faut être prudent dans l'interprétation et il faut pondérer ces chiffres en fonction de l'âge de la population, des pathologies responsables de l'insuffisance rénale, etc. Alors ces disparités, là je vous ai montré par zone d'activité de transplantation. Là, je vous les montre par région. Et là encore, vous voyez que par région, quand on fait le rapport entre les inscrits et puis les dialysés, eh bien, vous voyez que ce ratio est au bénéfice de régions comme le Pays de Loire, Franche-Comté et Île-de-France, avec 60 à 70% de malades inscrits par rapport au nombre de dialysés, et qu'il est beaucoup plus bas dans d'autres régions, notamment le Nord-Pas-de-Calais et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, un point intéressant pour les patients qui devrait être de plus en plus développé, c'est ce qu'on appelle la greffe préemptive. Et là encore, il existe une relative inégalité, puisque vous voyez que certaines régions en rouge ont une activité de greffe préemptive qui varie de 4 à 10% pratiquement, alors que d'autres régions sont beaucoup plus en retard. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas forcément suffisamment de greffons ou que la greffe à donneur vivant n'est pas suffisamment développée. Donc, pour terminer avec ce problème des disparités, les facteurs socioculturels, alors là je vais faire court parce qu'on en a largement discuté tout à l'heure, donc je vais juste citer 2 études, donc celle qui a été déjà évoquée, menée dans le cadre des EGR par Christian Baudelot, qui, pour faire simple, a souligné qu'il y avait moins d'inscrits et de transplantés dans les milieux culturels, les milieux socioculturels défavorisés. Donc c'est une étude importante, il y avait 8 ou 9 000 patients qui avaient été interrogés. Elle est malgré tout observationnelle et déclarative, et je pense que, tout en acceptant tout à fait les résultats, qu'il faut peut-être pondérer également les chiffres en fonction également des pathologies, car bien évidemment, les patients qui sont souvent les plus sévères, par exemple les diabétiques et ça, proviennent aussi des milieux socioculturels défavorisés. Donc je pense que parfois, il peut y avoir des biais d'interprétation dans les chiffres, et je pense qu'il faut creuser ça en profondeur avant d'en tirer des conclusions définitives. L'étude du G4, c'est-à-dire la région nord-ouest, a commis récemment un travail qui va être publié sur l'inscription en préemptif, là on parle juste en préemptif, et qui montre que dans cette région, donc où il y a justement la région Nord-Pas-de-Calais, eh bien la précarité est corrélée à la non-inscription. Et là aussi, on comprend bien également les choses, c'est que pour les rares profs de fac, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, qui sont pris en charge pour une maladie rénale chronique, eh bien, il y a une incitation, non pas qu'il y ait une discrimination de la part du système de soins, c'est que le patient, effectivement, est demandeur très tôt, il a compris ce qu'était sa maladie et participe largement à la réalisation du bilan pré-greffe. Alors, pour terminer, on peut se poser une dernière question. Est-ce qu'il existe des patients qui finalement échappent au screening, qui échappent finalement à l'évaluation et qui ne sont pas inscrits?
Donc c'est une question qui est posée en ce moment au groupe de travail de la HAS sur l'accessibilité à la liste d'attente. Et donc on dispose de ces chiffres grâce au registre Rhin, et qui nous montrent que si on prend les patients non inscrits et chez lesquels on n'a relevé aucune comorbidité, c'est-à-dire ils ne sont pas diabétiques, ils n'ont pas d'antécédents de cancer, ils ne sont pas d'antécédents d'infarctus, etc. Donc des patients qui a priori devraient être inscrits, eh bien on s'aperçoit que si on prend juste les patients de moins de 75 ans, eh bien il y a à peu près 1000 patients, alors j'ai mis 65, mais en fait c'est moins de 75 ans, il y a 1000 patients sans comorbidité qui a priori devraient éventuellement bénéficier d'un bilan pré-greffe et être inscrits sur liste d'attente, ce qui augmentera d'autant plus d'ailleurs en termes d'efficacité le nombre de patients attendant un greffe. Alors les raisons de cette disparité, rapidement, on les a déjà évoquées dans les précédents topos et j'en ai déjà dit un mot, c'est que d'abord, c'est le problème de la sensibilisation à la transplantation des patients et des professionnels, c'est-à-dire qu'il faut que tous les professionnels proposent la transplantation à leurs patients, dès lors qu'elle est vraiment réalisable. Il existe des différences de stratégie, je l'ai évoqué, entre les équipes quant à l'inscription. Cette affaire-là va être maintenant totalement gommée grâce aux nouvelles règles d'inscription qui ont été mises en place depuis le mois de février dernier. Les différences de pathologie associées sont extrêmement importantes à prendre en compte quand on veut comparer des régions. On l'a évoqué tout à l'heure, on a un risque cardiovasculaire et de diabète qui est différent dans le nord-est et puis dans le sud-ouest. Donc ça aussi, ça explique probablement certaines disparités régionales. Et puis on a des différences d'âge de population et puis peut-être que certains programmes d'éducation thérapeutique aident à prendre les choses plus rapidement en main pour certains patients. Et puis également, il y a le problème de l'insuffisance de moyens. Là aussi, je regrette que M. Evin soit parti, parce qu'il a parlé de développer les prélèvements d'organes. Certaines régions prélèvent 20 donneurs par million d'habitants, par exemple l'Île-de-France, et puis d'autres 38 donneurs par million d'habitants, par exemple les Pays de Loire. Donc là, il y a un problème effectivement d'inégalité, mais qui peut être en partie résolu par les moyens donnés aux équipes de prélèvement. Et puis, on l'a évoqué, les équipes de transplantation, pour développer la greffe, ont besoin de moyens. Elles ne disposent pas de décret donnant le rapport entre le nombre de patients suivis et puis le nombre de médecins qui doivent les suivre. Mais malheureusement, ça les dessert et il faut absolument donner, si on veut arriver à ce fameux rapport de 55 sur 45, plus de moyens aux équipes de greffe. Et puis, on est confronté également une aberration administrative qui veut que le plan greffe soit géré par le SIOS, alors que la gestion de la maladie rénale chronique et l'aspect dialyse soit géré au niveau régional et donc pas du tout dans les mêmes instances administratives. Alors voilà, vous aurez quand même terminé, non pas en sociologue mais en docteur, avec une diapositive pour vous expliquer que tout n'est pas forcément noir. On a dit que la France n'était pas terrible, mais quand même, il faut regarder les choses avec le verre à moitié plein. Actuellement, on est en France à environ 45, 47, 48 même millions, 48 greffes par million d'habitants. Alors c'est sûr, on n'est pas comme les Pays-Bas où ils sont à 57 greffes par million d'habitants. Mais on est quand même mieux que la Suède, le Danemark, la Finlande, la Suisse. Voilà, qui éventuellement sont aussi des pays très riches et médicalement développés. Alors comment on peut progresser ? Eh bien, on peut progresser largement en développant un peu plus le donneur vivant, parce que ces pays, notamment les Pays-Bas et les USA, sont des pays où il y a à peu près 40% de greffes à donneur vivant, ce qui explique qu'ils soient nettement au-dessus de nous, et je pense que si on passait notre activité de greffe à donneur vivant de 16% actuellement à ne serait-ce que 30%, ce qui serait énorme, les objectifs c'est 20-25%, eh bien on pourrait largement rattraper les pays qui sont en tête d'activité de la transplantation. Voilà, en conclusion, vous avez perçu qu'il y avait des inégalités ou des disparités dans l'accessibilité à la transplantation ou éventuellement quand on est inscrit dans l'accès à la greffe. C'est un problème qui naturellement est pris en main par les instances, l'agence de biomédecine, l'HAS, mais également le milieu médical. Et actuellement, il y a un groupe de travail à l'HAS qui se penche sur le sujet.
et notamment qui a pour objectif de stimuler les inscriptions précoces en donnant les informations sur la transplantation à tous les patients dès lors qu'ils sont en stade 4 de maladie rénale chronique, d'obtenir des règles d'inscription uniformisées entre les équipes, c'est vraiment, on y est presque, et de viser un taux d'inscription avant dialyse de 100% pour les malades éligibles à la transplantation, ce qui, je l'espère, sera le cas dans les 5 prochaines années. Je vous remercie. Merci, professeur. Vous avez fait court, c'est bien, on a rattrapé quelques minutes. Mais on peut poser quand même des questions au professeur Moulin. Alors, y a-t-il une question dans la salle? Oui. Merci Bruno pour cet exposé très clair et assez convaincant. Néanmoins, je reste un petit peu sur les explications un peu frustrées, sur les explications de ces disparités. Tu dis il faut gommer les disparités, mais quelles en sont les causes? Je parle, alors tu nous as mentionné la disparité dans le temps où on met en dialyse, le moment où on initie la dialyse, pour dire que finalement l'Île-de-France n'était pas si différente des autres régions, d'une part, et puis surtout tu as insisté à juste titre sur les disparités d'inscription à la liste. Quelles en sont les causes? Si on veut gommer cette disparité, ou ces inégalités, moi ça ne me gêne pas de parler d'inégalités, quelles sont les causes de ces... Bon, alors, comme tu l'as rappelé, d'abord, il faut partir avec les bons outils. Donc, très longtemps, on a dit que certaines régions sont très défavorisées, mais parce qu'on ne prenait pas les bons paramètres pour analyser les différences entre les régions. Donc, je n'ai pas dit que l'Île-de-France était au même niveau que les autres. Elle reste problématique, mais pas de façon aussi problématique qu'on a bien voulu le dire. Alors, donc là, on explique largement pourquoi il y avait une disparité en termes de durée d'attente. Quand les malades sont inscrits à 25 de DFG et que dans d'autres régions ils sont inscrits à 15, il y a 3-4 ans entre les deux et donc on les retrouve dans la durée d'attente. Bon. Le deuxième point, c'est bien évidemment c'est le problème de l'obtention des greffons. Quand on a une région qui prélève 38 donneurs par million d'habitants et une autre qui est à 22, c'est clair qu'il y a une répercussion immédiate sur l'activité de transplantation. Et donc, un des débats qui naturellement agite la communauté, c'est de savoir si on doit déshabiller Pierre pour habiller Paul, ou si au contraire il faut que Paul, et c'est ce que j'ai cru comprendre, va réorganiser son système de prélèvement pour se mettre au même niveau que les autres régions. Et pour terminer avec ta question, sur le problème des inégalités de l'accès à la liste d'attente, donc non plus à la transplantation, mais à la liste d'attente, là je crois qu'il y a un vrai travail sociologique à faire, parce que je suis convaincu que c'est pas un problème de discrimination de la part des docteurs, c'est pas un problème de refus particulièrement des patients, c'est un problème d'information. Dans un milieu défavorisé sur le plan culturel, social, eh bien naturellement c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer ce que va être la greffe, ce qu'il faut faire comme travail pour arriver au stade de l'inscription, tout le bilan pré-greffe, et donc ça prend beaucoup plus de temps. C'est sûr que ça prend moins de temps avec un prof de fac, hein. Je sais pas pourquoi on en veut au prof de fac cet après-midi, mais voilà. Donc je crois que c'est aussi simple que ça par certains côtés. Mais je m'insure sur le fait de dire que le système est en soi profondément discriminant. Moi j'ai dans ma cohorte des patients qui parlent à peine français, qui vraiment n'ont pas de revenus. Enfin, voilà, on n'est pas dans un système discriminant. Si je puis juste me permettre, tu n'as pas tout à fait répondu sur la mise en dialyse, mais je voudrais juste sur le dernier point que tu cites, effectivement nos expériences personnelles, et je partage ton point de vue, je n'ai pas l'impression de vivre un système discriminant, mais Frédéric Pierru nous a montré des chiffres, des statistiques, des faits qui sont, nous, médecins scientifiques, demandons, c'est-à-dire les expériences personnelles sont très intéressantes, hein, les témoignages, tout ça, c'est édifiant, c'est essentiel, mais les chiffres, on les réclame, c'est ça que l'on veut, c'est-à-dire des données dures, et donc elles sont là. Enfin, on peut contester les chiffres après, mais j'ai tendance à faire confiance à mon voisin universitaire pour penser que quelque part il y a quand même des disparités ou des inégalités, qu'il faut essayer de comprendre d'où elles viennent. Mais je partage ton point de vue sur le fait de dire, on est effectivement, et celui de madame, de dire on est un pays riche, effectivement, on a le sentiment qu'on met en dialyse finalement, on ne discrimine pas et on ne fait pas de tri. Mais après,
Voilà, Monsieur Pierru nous montre des faits qui sont un peu dérangeants. Je reconnais que c'est dérangeant, et on essaie de comprendre pourquoi et de voir quels sont les... Mais ce n'est pas des décisions qui vont nous revenner à nous, médecins, dans notre pratique quotidienne, hein, c'est sûr. Là, je donne mon point de vue sur la maladie rénale chronique, sur la transplantation. Je ne vais pas au-delà, mais je pense que sur la maladie rénale chronique et la transplantation, c'est difficile de dire qu'on fait un tri. L'inégalité, c'est d'être malade. Hein. Ça, on ne peut pas changer totalement les choses là-dessus. Hein. Oui, monsieur, à vous la parole. Juste rapidement, un point complémentaire. Il ne faut pas oublier que les besoins de santé, l'épidémiologie de la maladie rénale chronique, l'épidémie et l'épidémiologie du diabète et de l'obésité ont des gradients régionaux extrêmement importants aussi. Hein. Donc, il y a des asymétries qui expliquent. Comment ? Oui. La programmation fœtale, comme je l'ai montré tout à l'heure, ou sur les déterminants socio-économiques, probablement aussi. Ces pathologies. Il y a des déterminants sociaux d'une part, de temps en temps ça peut croiser, mais il y a aussi, dans l'Ouest et en Bretagne, s'il n'y a pas beaucoup d'obésité et de diabète, c'est pas lié non plus. D'accord, il y a aussi des conditions morbides quelque part, donc de l'état de santé des populations qui est très variable d'un endroit à l'autre. Et donc il y a effectivement entre l'Est, entre la Lorraine, l'Alsace et la Bretagne, les conditions sont on n'a pas les mêmes patients. Hein. C'est-à-dire que, en néphrologie adulte, on n'a pas du tout les mêmes patients. Là, on n'a pas le même phénotype de patients entre le Nord-Est et puis la Bretagne ou les pays du centre. Et donc, on comprend que les patients soient plus facilement transplantés, bon voilà. Et comme il y a quand même un facteur confondant important qui est celui de l'âge, des comorbidités et puis du type de maladie rénale et du facteur socio-culturel, je crois que vraiment il faut analyser tous ces paramètres en même temps, quoi. Parce que sinon, je pense qu'il y a des biais d'interprétation. Une intervention d'une dame, on va rester à la parité. Oui. Allez. Oui, bonjour, donc, je suis Leïla Loz de la FNER, vous me connaissez. Donc juste une petite remarque, quand vous avez dit que ça prenait beaucoup de temps pour un soignant d'expliquer la greffe à quelqu'un qui ne parlait pas français ou que vous estimiez qu'il ne pourrait pas comprendre toute la complexité d'une transplantation, ça prend aussi beaucoup de temps à une personne d'être dialysée 3-4 fois par semaine pendant des années sans être inscrit. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Bon, je sais pas quelle est la remarque sous-jacente. Bon, moi le point qui concerne les patients à qui il faut expliquer la transplantation, on parle de la précarité, etc. C'est que c'est vrai que la transplantation, c'est quand même une médecine très compliquée, où il faut l'adhésion complète du patient. S'il ne comprend pas ce qu'on lui explique et s'il ne comprend pas le traitement qui est à prendre, c'est un vrai problème pour l'équipe médicale. C'est pas comme en cardiologie où vous mettez un stent, que le patient parle français ou pas, ça ne change rien au résultat. Donc voilà, tout ça c'est compliqué, ça impacte probablement les données que j'ai montrées. Simplement, professeur, moi je vais reprendre un petit peu, parce que je pense que quelque part, j'entends bien que l'équipe de transplantation doit expliquer la transplantation, mais je suis quand même convaincu qu'aujourd'hui, et on est en train d'y réfléchir avec l'HAS pour un socle d'information, cette information, elle doit être initialement le néphrologue qui rencontre pour la première fois le patient, le futur dialysé, doit parler de transplantation. Alors, il doit déjà commencer à donner l'information. Et c'est à ce moment-là, pas au moment où vous avez arrivé le patient. Là, je peux vous rassurer, juste en 2 mots, on a eu la réunion hier sur ces 2 groupes de travail. Donc, il est clair qu'il y aura des recommandations pour que l'information soit donnée précocement, à la fois sur les 2 traitements de substitution, que sont la dialyse et la transplantation, et que globalement les malades puissent bénéficier d'un bilan pré-greffe quand c'est adapté dès un stade de 20% de fonction rénale. Alors une dernière question. Professeur, il y a une différence déjà, rien qu'au niveau des régions françaises, dans le nombre de nouveaux arrivants en insuffisance rénale terminale. La région qui a le plus de nouveaux insuffisants rénaux,
c'est l'île de la Réunion. Et elle est classée au niveau de la greffe pratiquement la dernière. Mais je dirais que c'est normal. Par million d'habitants, c'est la région qui a le double presque par rapport aux régions françaises de métropole. Elle est incapable de faire face à cette demande et en plus qui est au niveau vraiment spécifique. Parce qu'il y a très peu de greffons qui partent de la métropole pour aller à l'île de la Réunion. Oui, en fait, le problème de la Réunion, c'est pas tellement un problème de greffons, c'est un problème d'infrastructure, d'équipe médicale et chirurgicale. Donc c'est en train de... Ils ont eu une activité relativement importante il y a quelques années qui a diminué parce qu'il y a eu un arrêt lié en fait à des problèmes organisationnels et ça c'est en train de reprendre et on peut espérer qu'effectivement ils fassent en partie, ils arrivent à faire en partie face à leurs demandes.